Le président de la République doit s'exprimer demain soir dans un format, paraît-il, inédit. En tous les cas, une chose paraît presque certaine, il devrait nous parler de référendum. Est-ce qu'il a raison de le faire? Est-ce qu'il aurait raison de le faire? C'est la question que nous nous poserons. Bardella, Marine Le Pen, Jordan Bardella, Marine Le Pen, qui est le mieux placé finalement pour la présidentielle de 2027? Et nous nous poserons la question aussi de savoir si celui qui gagne dimanche prochain entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez serait aussi le mieux placé pour l'élection présidentielle qui aura lieu dans 2 ans. Vous êtes au club Le Figaro Politique, un club exclusivement féminin ce soir pour répondre à vos questions. Avec Judith Van Traub, grand reporter au Figaro Magazine. Bonsoir Judith, avec Eugénie Bastier, qui est rédactrice en chef adjointe du Figaro, je me perds dans les titres. Merci. Avec Célestine Gentilhomme, qui est au service politique du Figaro, et Madame Bézina elle-même, Anne-Charlène Bézina, qui a écrit un livre récemment sur la Constitution, que je vous invite à lire. Alors, Judith, qu'est-ce qu'on doit penser de cette intervention de demain ? D'abord, pourquoi parle-t-il? Il parle pour occuper l'espace. Il parle parce que depuis sa dissolution ratée, il n'a plus guère de marge de manœuvre politique. On le voit beaucoup s'agiter sur la scène internationale avec des bonheurs divers. Ouais. Là, il a, semble-t-il, ces derniers temps, un peu réussi à faire réentendre la voix de l'Europe et partant la voix de la France sur le théâtre ukraino-russe. Je ne pense pas que ça change la face de l'histoire, mais en tout cas, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas enregistré un petit succès sur ce terrain-là. Donc il faut qu'il trouve quelque chose à dire, il faut qu'il trouve à renouer le lien avec le français, parce qu'on sait que les sujets internationaux, aussi graves et préoccupants soient-ils, ont du mal à impacter dans le public, chez les Français. Et du coup, ont du mal à avoir une influence sur l'opinion que les Français portent sur leur gouvernement. Alors je disais que ça serait, Célestine, un format un peu particulier. Ouais. Quel sera ce format ? Mais il va se retrouver en prime time, donc c'est-à-dire en heure de pointe. Ça, c'est pas original. Oui, bon, ça c'est moins original, mais en tout cas sur TF1, où il va se retrouver aussi interrogé par des personnalités diverses, dont l'influenceur. Qui ne sont pas journalistes. Exactement, l'influenceur et youtubeur Thibaut InShape, qui est surtout connu pour faire de la musculation. On retrouve Salomé Saké, on retrouve qui, j'ai peut-être des trous, mais enfin on retrouve tout un panel de personnalités qui Robert Ménard, je crois. Exactement, qui doivent représenter la société civile. Bon, à voir ce que ça donne, c'est quand même un exercice qu'il aime, dans lequel il n'a jamais été vraiment mauvais, puisqu'on se souvient quand même pendant les Gilets jaunes, où il aimait ça, effectivement, la confrontation, épuiser les gens en face de lui. Donc là-dessus, à la fois, c'est nouveau, et en même temps, ça fait un peu une impression de déjà-vu pendant les Gilets jaunes, où pendant les grands débats, il faisait à peu près pareil. Alors Eugénie, il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, il n'a pas de majorité, il a un gouvernement plutôt ballant, qui n'est pas très uniforme, on va dire. On dit qu'il pourrait annoncer des thèmes ou des sujets de référendum. Qu'est-ce que ça pourrait être comme thème? Qu'est-ce que ça pourrait être comme sujet? Alors, on évoque plusieurs sujets. Je crois qu'on a parlé de réorganisation territoriale, de fin de vie, Alors, finances publiques, a priori, ce serait écarté, même si c'est l'idée de Bayrou. Peut-être l'immigration. Pour le moment, ça m'a pas l'air non plus d'être... Rythme scolaire. Les rythmes scolaires, c'est l'objet d'une convention citoyenne. Non, mais moi, il me semble que ce qui est intéressant, c'est à quoi sert le référendum, en réalité? Il peut servir à deux choses. Il peut servir à relégitimer un pouvoir. Il a une fonction plébiscitaire pour redonner à un président en exercice une légitimité, un adoubement populaire. C'est ce qu'avait tenté le général de Gaulle à plusieurs reprises. Ou alors il a une fonction instrumentale, je dirais, de surmonter un blocage. Il me semble que dans ce cas, en effet, nous avons un Parlement qui est bloqué. Le référendum pourrait être utile. Il pourrait être utile en matière de finances publiques pour
pour surmonter le blocage du budget au Parlement, ou en matière d'immigration pour surmonter les blocages juridiques qui empêchent aujourd'hui de faire une véritable politique d'immigration, de retrouver une souveraineté migratoire. Mais hors ces deux cas, je ne vois pas bien l'intérêt aujourd'hui d'un référendum sur d'autres sujets, à part exister politiquement, bien sûr. Alors, Anne-Charlène, il y a un problème de fond et de forme. Un problème de fond, parce que contrairement à ce qu'on croit, on ne peut pas faire des référendums sur tout et n'importe quoi. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, sur la forme, on parle, alors avec une expression qui est assez incertaine, d'un référendum à choix multiples. En gros, il y aurait plusieurs questions. Constitutionnellement, c'est possible ou c'est pas possible? Par exemple, on pose une question sur l'organisation territoriale, une question sur est-ce que les enfants peuvent avoir accès aux écrans à partir de quel âge, ou interdire les écrans jusqu'à tel âge, et puis, je ne sais pas, moi, la fin de vie, par exemple. Est-ce que ça, c'est possible? Alors, je vais répondre justement d'abord sur la forme et ensuite sur le fond pour qu'on puisse se cadrer. Non, absolument pas. Ça s'appelle un sondage. En réalité, savoir ce que pensent les Français, c'est une étude d'opinion. Et ça n'est absolument pas un domaine présidentiel, notamment parce qu'en fait, il y a une forme de respect de la parole populaire dans l'article 11 qui me semble être vraiment sacré, qui consiste à se dire qu'une fois que le peuple a décidé, il décide véritablement. Il y a deux phases dans une décision publique comme dans une décision privée, finalement. C'est la décision, la phase délibérative et la phase de décision. Le référendum, il n'arrive vraiment qu'à partir du oui ou non. C'est-à-dire un peu comme si au Parlement, on était au stade du vote. Oui ou non, vous désirez cette loi telle qu'elle a été délibérée. Donc, on ne peut annexer qu'un projet de loi. Donc, certainement pas des questions aussi ouvertes. Oui, parce que derrière la question, il y a un texte aussi, hein, c'est ça. Exactement. Il faut annexer un projet de loi déjà ficelé. Alors, après, ça ne signifie pas pour autant que les vieux logiciels du référendum qu'on a eu, 69, vous en parliez avec le général de Gaulle, les référendums européens, soient forcément la matrice. En réalité, le domaine de l'article 11, ça répondra à la question sur le fond aussi, il est assez large. On parle de toute réforme sociale, économique, environnementale, des services publics qui y concourent ou des traités internationaux qui peuvent participer à ces domaines-là. Donc, c'est assez vaste. Ça peut être aussi utilisé de manière plastique. On se doute évidemment que tout ce qui concerne le social concerne la santé, que tout ce qui concerne les services publics peut concerner l'éducation, que l'immigration, encore une fois, quand elle est économique, eh bien, peut être concernée. Donc, les choses ne doivent pas être considérées comme des items à choix unique, à mon avis. Et peut-être aussi qu'on pourrait essayer plusieurs référendums le même jour. En réalité, dans les textes, on peut même avoir 2 jours de scrutin. Donc, c'est possible, mais à condition, il y en a une seule, c'est que le peuple tranche. Le Conseil constitutionnel est très clair là-dessus. Il faut une question non équivoque par laquelle on soit capable de répondre par oui ou par non, et ensuite, c'est une loi votée. Alors, Judith, quels seraient les sujets où là, ça serait pertinent, d'après vous? Moi, je ne vois que l'immigration. Mais c'est sans doute parce que j'ai peu d'imagination. Je n'arrive pas à concevoir une question sur les finances publiques, par exemple, qui puisse appeler comme réponse oui ou non. Ou alors une question dont la réponse est connue d'avance. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'augmentation des impôts? Là, je pense qu'effectivement, la retraite. On aurait une vague idée de la réponse. Mais sinon... s'agissant d'économie, exprimer... Les retraites, le nombre de fonctionnaires. La règle d'or, est-ce qu'il faut plus d'équilibre? La règle d'or, plus de discipline? C'est compliqué aussi. Hein. Est-ce qu'il faut de la capitalisation? Sachant que les questions sont liées les unes aux autres et pas indépendantes. Et puis, c'est ça le problème. Vous avez aussi raison sur une limite, c'est-à-dire que ça ne peut pas être budgétaire finalement. On ne peut pas adopter un projet de loi de finances par référendum. Alors que les Français estiment que les finances publiques, les retraites, l'immigration sont la priorité des Français en cas de référendum. Oui, mais... Vous voyez bien que la question déjà induit un biais. Bien sûr, bien sûr. Il y a référendum, sur quoi voulez-vous être interrogé? Alors sur l'immigration, ça pourrait être quoi par exemple? L'immigration, c'est assez simple. Hein. D'ailleurs, ça a été l'objet de débats dans des campagnes publiques ou internes à des partis, comme par exemple Michel Barnier, alors candidat à la présidence de LR, avait proposé un moratoire sur l'immigration. Certains pays sont en train de le faire. Un moratoire total, un arrêt total pour un temps donné de l'immigration, par exemple. La suspension du regroupement familial, une politique de quotas, par exemple, pourrait être l'objet d'un référendum. En tout cas, ça permettrait de surmonter un blocage qui est aujourd'hui la prééminence du droit européen sur le droit français et qui permettrait d'être tranché par un vote populaire
qui aurait une valeur supérieure. Et qui garderait le blocage, puisque le droit européen continuerait à être supérieur au référendum français. Pour supprimer ce blocage-là, il faudrait que le référendum porte sur l'article de la Constitution qui dit que tout traité est supérieur à toute loi nationale. Donc il faudrait une modification du droit par référendum permettant de recouvrer. C'est un peu technique, effectivement. Mais tout l'enjeu du QCM, il est pour Emmanuel Macron d'échapper à la question fatidique qui est pour ou contre Emmanuel Macron. Donc c'est pour ça qu'il voudrait une question à choix multiples, c'est pour éluder, ne plus faire de ce référendum un référendum contre sa politique. Trop souvent, c'est l'auteur qu'on juge et non pas la question. Donc c'est d'où l'intérêt du QCM qui permettrait de diluer la thématique principale. Ou plusieurs sujets le même jour, plusieurs référendums le même jour. Quel est l'état des lieux dans les forces politiques, Célestine? Qui serait favorable à ce référendum et plutôt contre? Bon, après, tout le monde est plutôt d'accord. Il y a un consensus sur le fait qu'un référendum, bon, c'est toujours populaire de redonner la voix aux Français. Maintenant, ce qui est un peu illisible, c'est que dans les plans d'Emmanuel Macron et les plans des oppositions, il n'y a absolument aucun plan commun. C'est-à-dire que la gauche réclame depuis des mois et des mois un référendum sur la réforme des retraites. Emmanuel Macron y a toujours fermé la porte, ou du moins a toujours repoussé cette possibilité, et on sait très bien qu'il n'ira jamais au bout. Sur l'immigration, c'est pareil. La révision de la Constitution qui pourrait être passée par référendum, ici est toujours du moins opposé, ou avait dit pendant les rencontres de Saint-Denis qu'il n'y avait pas de majorité pour pouvoir faire passer un référendum tel. Donc finalement, tout le monde veut un référendum, personne ne veut le même, c'est assez marrant, mais plus qu'un référendum, d'ailleurs, il faudra se méfier parce que certains dans le camp présidentiel évoquent non pas un référendum, mais des consultations. C'est-à-dire, donc, de fait, ça ne reposerait pas du tout sur un article de la Constitution, et ce qui ferait, en fait, effectivement, un grand sondage sur des orientations, et avec, derrière, en fait, aucun impératif décisionnaire. C'est-à-dire que les Français ne trancheraient pas, et effectivement, c'est fort possible pour quelqu'un qui avait inventé les conventions citoyennes, les grands débats. Ce qui est pire que tout. Oui. Ce qui est pire que tout, parce que précisément, le précédent des conventions citoyennes, c'est on arrive péniblement à faire émerger une opinion qui est totalement bafouée. Parfois, tant mieux. Je pense à la convention sur l'écologie, la convention avec des idées complètement délirantes. Heureusement, Emmanuel Macron s'est assis dessus, mais... Alors on va écouter justement signe de bonne santé démocratique. Ce que disent deux d'entre eux de cette idée de référendum. Non, mais nous, on n'est jamais contre donner la parole aux Français, mais on préférerait que ce soit sur des sujets sérieux qui permettent de changer la donne. Moi, j'étais dans ma circonscription ce week-end, comme toutes les semaines, à Douchy-les-Mines, et les gens me disent, me parlent pas beaucoup de référendum d'abord, mais ce qui les intéresserait, ce sera un référendum sur l'immigration ou éventuellement sur la réforme des retraites. Si c'est pour faire un référendum sur les écrans, l'utilisation des écrans ou l'organisation peut-être des collectivités locales, je ne suis pas persuadé que ce soit le centre d'intérêt des Français qui se lèvent le matin, qui cherchent à savoir si leur pouvoir d'achat va pas être entamé par les décisions du gouvernement. Je me méfie de questions qui pourraient diviser les Français, couper le pays en deux. Voire court-circuiter le Parlement. Voire court-circuiter évidemment le Parlement. Il y a des questions sur l'immigration qui peuvent être de nature à fracturer le pays parce que la question serait en réalité assez éloignée des réalités objectives. Il y a des mesures qui peuvent être parfaitement démagogiques comme... la suppression d'un échelon de collectivité locale, considérant curieusement que moins d'élus, ça peut faire plus de démocratie. Eugénie. Oui, moi je crois que le prochain référendum, il sera la présidentielle de 2027 en réalité. Oui. C'est-à-dire que toute volonté de vouloir concrètement agir pour le pays avant 2027 est malheureusement hypothéquée par une absence de majorité claire. Et les Français, on leur a donné la parole en juin dernier, et le résultat a été un Parlement fracturé, un blocage démocratique que les Français ont choisi d'ailleurs, puisqu'ils n'ont pas voulu donner de majorité. Donc moi je suis très sceptique au sujet. Alors évidemment il faut bien faire des choses d'ici 2027, j'en suis consciente, mais je suis très sceptique sur la capacité de faire avancer vraiment un certain nombre de sujets sur les finances publiques, sur la réorganisation du pays, sur la réforme de l'État, sans passer par la case présidentielle qui permettra véritablement de changer la donne et d'agir en profondeur pour appliquer un programme. Alors justement, Anne-Charlène, est-ce que, moi j'ai en mémoire ce que vous avez dit à plusieurs reprises depuis qu'il y a eu la dissolution, vous avez dit cet État, ce paysage politique français, il est durable. C'est-à-dire que ce n'est pas la présidentielle qui changera la donne nécessairement. Ce qui est assez fou, c'est de voir que justement dans tous les
plus ou moins programmes, des plus ou moins candidats, même si on est tous pas trop dupes de ceux qui se lanceront, eh bien, il y a le retour à la majorité absolue comme une évidence. En réalité, quand on regarde vraiment le mouvement dans l'Europe proche, mais même dans le monde entier, les majorités Godillot du général de Gaulle n'existent plus. Il n'y a pas dans l'opinion d'évidence autour d'une forme d'émulation que la présidentielle créerait qui pourrait amener derrière elle une législative. Ou alors il faudrait vraiment faire la présidentielle et la législative le même jour, parce que même un mois, même les fameux 100 jours sur lesquels on tablait, c'est aujourd'hui complètement évanoui dans l'opinion, cette idée de la cote de popularité qui vous amènerait à avoir 350 députés. Donc moi, ce que je crois, c'est qu'il faut vraiment apprendre que le dogme de la majorité relative, il est stable et qu'il va falloir gouverner avec. Ce pourquoi, à mon sens, le référendum est peut-être pas l'outil de gouvernance le plus... On va dire, on va pas devenir suisse demain matin, comme en adoptant la proportionnelle, on se réveillera pas allemand, je pense que c'est important de le redire, mais il me semble important de se dire que, comme vous le disiez, les 2 ans doivent servir à quelque chose, et notamment sortir un petit peu de leur désuétude certains des outils constitutionnels qui vont faire partie de la démocratie 2.0 qu'on veut pour notre avenir. Moi, ça me paraît vraiment important. Donc qu'on puisse débloquer le référendum en choisissant un sujet comme... Pourquoi pas celui du guichet unique territorial? Moi, je crois quand même que c'est un sujet qui préoccupe les Français. Alors, pas si vous êtes sur quelque chose d'aussi démagogique que la suppression du département sur laquelle on est revenu 20 fois depuis 84, mais la question de savoir à qui on s'adresse, pour quelle politique, comment est-ce qu'on arrive à définir les compétences, organiser un vrai projet de loi là-dessus, c'est quand même quelque chose sur lequel on tape depuis 82 et pour lequel on n'a absolument jamais rien réussi. Donc, encore une fois, utiliser le référendum à bon escient, c'est possible. L'immigration, encore une fois, c'est pas une question uniquement taboue. Je crois qu'il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on apprenne à bouger par le référendum, parce que sans ça, avec les majorités relatives, si on n'apprend pas un peu à gouverner avec des outils alternatifs, sans court-circuiter le Parlement, on ne pourra pas faire grand-chose. Judith. Enfin, il y a une autre façon de s'adapter à l'absence de majorité absolue, c'est de faire des coalitions. Et là où ça fonctionne aujourd'hui en Europe, il y a des coalitions. Des coalitions. Partout, positives, en plus. Pas uniquement sur des non 49-3, des vraies coalitions. Partout. La règle est absolue. Si vous voulez gouverner, alors pour nous Français, c'est un truc tout à fait bizarroïde. Il faut dire ce que vous voulez faire, avec qui vous voulez le faire, en combien de temps, et vous entendre avec les gens pour réaliser ce programme. Truc absolument aberrant dans l'esprit français. Et ce changement, cette révolution culturelle-là, j'espère qu'on va pouvoir la faire. Moi, je suis beaucoup plus pessimiste que vous sur la période qui reste avant la fin du mandat présidentiel. Ça ne servira à rien. C'est fichu depuis l'échec de la dissolution. On n'a pas le choix dès lors qu'Emmanuel Macron a refusé de tirer les conséquences du désaveu qu'il a. Alors, il y a un sujet que vous n'avez pas évoqué, les unes et les autres, c'est celui du mode de scrutin. On n'a pas besoin d'ailleurs de passer par un référendum. Même pas une loi constitutionnelle. C'est pas une loi constitutionnelle, mais ça pourrait aussi être, Célestine, un sujet évoqué demain, c'est-à-dire l'introduction de la proportionnelle. Alors, il faudrait savoir si c'est une dose, si c'est complètement, si c'est national, départemental, voilà. Mais oui, non, mais c'est tout le problème. C'est vendeur, la proportionnelle. Mais en fait, personne ne s'accorde. Tout le monde la veut, mais personne ne veut la même. Donc, j'imagine mal devant Emmanuel Macron trancher en direct le type de proportionnelle qu'il voudra. En fait, là, François Bayrou a commencé ses consultations, visiblement, dont on ne sait pas trop sur quoi ça va aboutir. Mais enfin, c'est presque... Je ne dis pas que c'est impossible de réformer ce mode de scrutin. Mais je ne suis pas sûre que ce soit François Bayrou ni Emmanuel Macron qui vont réussir à le faire. Donc, je ne vois pas trop, en tout cas, de référendum là-dessus, ni de grande annonce, parce que c'est quand même très, très, très compliqué. Oui, moi, je suis assez sceptique sur la capacité de la proportionnelle à mieux représenter le pays, puisqu'on a aujourd'hui un Parlement divisé en 3 blocs qui est assez fidèle, finalement, aux dynamiques qui existent à l'intérieur du pays. Quand il y avait effectivement une sous-représentation des députés RN par rapport à leur part dans la population, enfin leur part d'électeurs, effectivement, ça posait un problème démocratique. Aujourd'hui, il me semble que le Parlement était à l'image de la France, c'est-à-dire une France fracturée, profondément divisée, mais quand même une France qui penche à droite. Vous disiez qu'il n'y avait pas de majorité, il y a quand même une majorité sur un certain nombre de sujets, notamment sur les sujets régaliens, de souveraineté, d'immigration. Là, on voit que l'opinion a clairement une idée de ce qu'il faudrait faire, et s'il y avait une coalition, ce serait possible de mener à bien certains sujets. Il y a l'opinion se dégage des fortes majorités qui vont jusqu'à 70% sur la maîtrise des flux migratoires. Il me semble que là, des choses pourraient être faites. Alors, puisque vous parliez justement du Rassemblement national, on va s'intéresser à lui, puisque avec la décision de la Cour,
du tribunal correctionnel le 31 mars, les choses ont beaucoup évolué. Et la question est de savoir si Mme Le Pen pourra être au rendez-vous de 2027. On va les écouter et vous allez voir que les études d'opinion posent quelques interrogations. On n'est pas un parti comme un autre. Nous, on a Marine Le Pen, candidate naturelle à l'élection présidentielle, et Jordan Bardella, le président du parti, qui a fait aux européennes 33% des voix, et tout le monde est uni. Voilà. D'accord, pas de concurrence entre les deux. Non, absolument pas. Alors, Judith, il y a un sondage qui est paru ces dernières heures, là, entre les souhaits et le pronostic. Vous l'avez évidemment vu, tout le monde ne l'a peut-être pas vu dans le public, mais le souhait, montre que c'est jeu égal entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. En revanche, le pronostic, c'est que c'est probablement Jordan Bardella qui sera au rendez-vous de 2027. Ça c'est un sondage qui prouve que les Français sont informés, lisent la presse et regardent les médias d'information. Ils occupent les 2 premières places d'ailleurs, devant Édouard Philippe. Oui. L'intéressant, mais ça ne date pas de ce sondage-là, c'est qu'il n'y a pas eu de déperdition. Quand Jordan Bardella est apparu comme un candidat plausible en cas d'empêchement de Marine Le Pen, et même au contraire, on a vu la cote de Jordan Bardella grimper jusqu'à parfois dans certaines enquêtes d'opinion, dépasser un petit peu celle de Marine Le Pen. Et au sein du Rassemblement national, il y a quand même eu aussi un changement qui explique, j'imagine, les résultats de cette enquête, c'est qu'on a vu Marine Le Pen adouber la vice-candidature de Jordan Bardella, l'adouber comme héritier, alors que tout au début, après la décision, après le jugement, elle campait sur une position j'irai, on ne m'empêchera pas, je peux passer, c'est juridiquement possible. Là, ça s'est modifié et c'est ce dont les gens prennent compte quand ils répondent que la probabilité que ce soit Jordan Bardella a beaucoup augmenté. Comment vous expliquez que, Eugénie, qu'il n'y ait pas de déperdition, justement, que ce soit l'un ou l'autre, il n'y a pas de déperdition? Alors que c'est quand même 2 figures très différentes. Oui, mais je crois que il y en a une qui est une femme d'expérience, qui a déjà 3 présidentielles derrière elle, et l'autre qui est, pour le coup, particulièrement jeune. Oui, je crois que c'est l'immense force du RN dans la politique française, c'est ce binôme qu'ils ont à la tête du Rassemblement national, qui les préserve d'une sortie de route avant 2027. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, ils sont garantis d'être au second tour quasiment dans toutes les configurations. C'est quand même unique quand on voit ce qui s'est passé avec François Fillon en 2017, où le candidat de la droite a été grillé et il n'y avait pas de plan B. Le fait qu'il y ait un plan B au RN et cette espèce de duo à la tête du parti, qui est unique en son genre et même, je pense, unique sous la Ve République, est une immense force pour le Rassemblement national. C'est une sorte de menhir politique qui, quoi qu'il arrive, sera au second tour et autour duquel toutes les forces politiques doivent s'organiser. Donc ça, c'est vraiment un binôme qu'ont identifié les Français et je crois que c'est vraiment la force, cette unité, en tout cas de façade. On ne sait pas ce qui se passe vraiment en cuisine, mais en tout cas, force est de constater que les dissensions sont aujourd'hui ténues, enfin en tout cas, elles n'éclatent pas encore au grand jour, même si on sait qu'il existe des lignes de tension idéologique, on va sans doute en reparler. Cette unité est une vraie force quand on voit les dissensions, la malédiction de la droite, on va en parler, qui est toujours divisée, quand on voit la gauche qui est incapable de s'unir, qui a déjà des candidatures dispersées, quand on voit le centre avec ses multiples candidatures potentielles, ce binôme est une force absolument considérable et je crois qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer le rouleau compresseur que ça sera en 2027. Alors, il y en a un qui est le disciple de l'autre, nécessairement, mais pour autant, pensent-ils la même chose? Et disent-ils la même chose? On a déjà assisté à certaines incohérences entre les deux. Moi, je me souviens d'une fois sur le salon de l'agriculture où l'un s'exprimait contre les prix planchers et l'autre s'exprimait pour. Donc, il y a forcément, en tout cas, beaucoup plus sur le programme économique, puisque Jordan Bardella est réputé un peu plus libéral, c'est plus le RN du Sud, quand Marine Le Pen, c'est le RN du Nord, elle est plus étatiste. Et donc, forcément, c'est aussi la force de leur tandem, c'est-à-dire qu'ils arrivent à parler à 2 publics assez différents. Bardella, sa force, c'est de pouvoir parler aux jeunes rurales qui est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, comme aux jeunes diplômés d'école supérieure. Donc, c'est un vrai atout. Il y a eu ce sondage notamment d'Hexagone et de l'IFOP où il est à 50-50 avec Édouard Philippe. Qui a été pas mal critiqué. Hein, oui, forcément. Notamment par
par le camp mariniste. Bien sûr. Oui, on n'a pas forcément d'ailleurs digéré qu'on mette déjà Bardella au second tour. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement que 50-50, longtemps on disait que le RN pouvait l'emporter que s'il était face à la gauche. Là, on voit que face à Édouard Philippe, on est sur du 50-50. Ça rebat complètement les cartes. Il battrait Retailleau aussi également en configuration face à Retailleau et face à Gabriel Attal. Il est donné gagnant, ce qui est quand même inédit que le candidat du Rassemblement national soit donné gagnant au second tour face à autre chose que Jean-Luc Mélenchon, c'est assez inédit. Mais là où il faut faire attention, effectivement, sur Jordan Bardella, déjà, c'est une préparation psychologique quand même, une présidentielle. Il aura 32 ans à peu près en 2027. On ne devient pas présidentiable du jour au lendemain. Il faut travailler cette stature. Et ce qui est marrant, ce que Jean-Christophe Cambadélis appelle le syndrome du petit-fils. C'est-à-dire que les Français adorent les petits jeunes comme lui, comme Gabriel Attal. Mais par contre, on se dit, bon, il faut quand même qu'ils roulent encore un peu leur boss. Et donc derrière, il faut voir à partir de quel moment au second tour, notamment un débat d'entre-deux tours, puisque aujourd'hui Jordan Bardella est presque assuré d'être qualifié au second tour. Mais il va falloir qu'au débat d'entre-deux tours, il montre qu'en fait, à 32 ans, il a une stature de présidentiable. Et le problème, c'est que ça ne va pas se faire 6 mois avant l'élection, le jour de l'appel, où on apprendra que Marine Le Pen est peut-être empêchée définitivement. Anne-Charlotte, est-ce que c'est pour ça qu'il est sorti du bois il y a 15 jours, 3 semaines, en disant, de toute manière, si elle est empêchée, je serai là? Moi, il y a 3 points sur lesquels j'aimerais revenir. Et d'abord, sur cette question, justement, que vous évoquez, de savoir qui a adoubé qui. Moi, j'ai un peu le sentiment qu'il y a eu une forme d'autodétermination de la part de Jordan Bardella, ce qui a quand même amené Marine Le Pen à dire le lendemain, oui, si je passe sous un train, il pourra être utile. Donc, on voit bien qu'on n'est quand même pas sur quand on parle d'adoubé, justement, dans l'histoire, c'est quand même une cérémonie officielle. On est quand même un peu loin, à mon avis. On n'est pas là. Deuxième point, moi, je ne crois pas particulièrement au transfert de voix. Contrairement à ce que les sondages semblent nous dire. Au transfert de voix, on parle évidemment d'un second tour de présidentielle, parce que le second tour, c'est une place maudite, hein, soyons honnêtes, c'est Poulidor, hein, c'est le deuxième du Tour de France qui n'obtient rien. Être au deuxième tour, c'est aussi le plafond de verre, c'est-à-dire ne pas pouvoir aller coaliser autour d'eux. Et moi, je ne suis pas sûre que Jordan Bardella ait la même capacité à ça que Marine Le Pen aujourd'hui. Ah oui. Et je ne suis même pas complètement certaine que ce soit tout à fait le même électorat, comme vous le disiez. Donc, sans les deux, est-ce que c'est la même chose? Je n'en suis pas convaincue. Et justement, c'est le troisième point. Je ne sais pas si c'est vraiment un ticket gagnant. Parce qu'au fond, le vote RN est un vote très particulier qu'on peut assimiler en sociologie électorale à un vote, on va dire, de réaction ou de contestation. Alors, c'est de moins en moins vrai. Il y a de plus en plus de parts de vote d'adhésion. Mais il y a quand même une part très importante de ras-le-bol autour du vote du RN qui, finalement, amenuise un petit peu la capacité de la personnalité à infuser. C'est-à-dire qu'on voterait pour le RN de toute façon. Donc, ça peut compter, mais à la fois, cette idée de l'instabilité autour de qui va faire quoi, ça aussi, ça peut perdre un petit peu en réserve de voix. Donc moi, je ne suis pas sûre que le plan d'une idée finalement d'une translation d'une candidature sur une autre soit aussi fluide de la part des adhérents et de la part surtout de ceux qu'il faut convaincre pour aller au-delà d'un deuxième tour en réalité. Alors Judith, en plus le nom Le Pen, il est dans le paysage depuis 1974, l'élection présidentielle de 1974, la première apparition de Jean-Marie Le Pen à une présidentielle, pour son propre nom, puisqu'il était déjà là en 65 avec Tixier-Vignancourt. Est-ce que c'est un handicap ou au contraire un atout de plus avoir le nom de Le Pen? Les deux, mon général. Ouais. Le plafond de verre, c'est-à-dire l'impossibilité d'aller au-delà d'un certain nombre de voix, c'est du Jean-Marie Le Pen transmis à Marine Le Pen. Il y a une proportion d'électeurs qui refuseront de voter pour quelqu'un qui s'appelle Le Pen, quel qu'il soit. Ouais. Inversement, vous avez des gens qui mettront automatiquement un bulletin dans l'urne, à condition que ce soit un bulletin Le Pen. N'étant pas devin et en ayant oublié ma boule de cristal, je suis incapable de vous dire quelle est la proportion. J'aurais tendance spontanément à me dire que les gens attachés au non sont en nombre plus restreint que les gens intéressés par le fait d'essayer un parti qui n'a jamais gouverné. Et ça, c'est un moteur qu'ont en commun Marine Le Pen et Jordan Bardella. Alors, la campagne n'est pas lancée, Génie, et puis il y a quand même quelques études d'opinion, mais cette espèce de situation assez atypique, enfin, qui est quand même assez incroyable avec cette condamnation de Marine Le Pen, on voit que ça profite ni à Éric Zemmour, ni à Marion Maréchal, finalement. Non, pour le moment, non, parce que c'est la force de ce binôme qui était quelque part préparé à cette éventualité. Et je crois que les Français ont intégré
le plan B, le plan Bardella, et ça a été préparé évidemment par... Il y a eu la sortie de son livre, il y a eu le fait qu'il soit en tête, qu'il ait mené la campagne des législatives après celle des européennes. Donc il est installé dans le paysage politique. Moi, ce que je noterais simplement, c'est vrai qu'on parlait de différence entre les deux. Jordan Bardella s'est signalé il y a quelques semaines par la signature d'une tribune dans le JDD contre l'euthanasie. Où il disait que l'euthanasie, justement, participerait il employait le mot de tournant anthropologique majeur. Et là, on voit bien qu'il se distingue de la prudence de Marine Le Pen vis-à-vis des milieux conservateurs, où elle essaie de ne pas mettre en avant les sujets sociétaux. On l'avait constaté avec notamment le mariage pour tous. Exactement. À l'époque, elle était contre, évidemment, mais en tout cas, ces dernières années, elle a pris ses distances et puis elle a dit qu'elle donnerait le libre choix à ses députés pour la fin de vie. Alors là, Jordan Bardella a fait un pas, je trouve, intéressant et significatif envers l'électorat conservateur de droite en alertant sur ce sujet. Alors là où Marine Le Pen reste silencieuse. Donc on voit bien que ça peut être aussi une politique de voiture balai des conservateurs, c'est-à-dire qu'il est utilisé pour ramener cet électorat-là de droite dans le giron du Rassemblement national. Mais là, pour moi, il y a une vraie différence de fond entre les deux. Célestine ? Oui, c'est vrai, notamment en fait sur cette question de comment il passe le grand balai conservateur, parce que ça parle aussi effectivement à cet électorat, notamment de Marion Maréchal ou d'Éric Zemmour. Et forcément, je crois que Jordan Bardella porte pas vraiment dans son cœur Marion Maréchal, et Marion Maréchal ne porte pas dans son cœur Jordan Bardella. Donc forcément, lui va essayer de grappiller cet électorat-là et aussi faire en sorte que ce plan B ne soit pas aussi contestable effectivement sur cette question des idées, parce que certains pourraient être tentés de dire, notamment Marion Maréchal, mais j'en suis moins sûre. Mais en tout cas, de venir contester ce leadership aujourd'hui de Jordan Bardella. Et il y a toujours cette crainte, en tout cas chez les députés RN notamment, qu'une Le Pen reste une Le Pen et que la famille passe parfois avant tout. Donc il y a quand même une méfiance entre les différents camps nationalistes. Si jamais Marine Le Pen n'est pas empêchée, Jordan Bardella est obligé de rester derrière. Alors voilà, c'est toute la question. Vous savez bien qu'au fond, même si Laurent Wauquiez n'est pas investi jeudi, il a dit pourquoi ne pas se présenter à la présidentielle. Toutes ces primaires, toutes ces questions ne servent absolument à rien pour la campagne présidentielle, étant donné que la loi de 62, c'est le vœu du général de Gaulle est très clair. N'importe quel citoyen peut aller à la présidentielle. Cette idée de la France dans les yeux dont parlait Valéry Giscard d'Estaing, c'est vraiment dans l'idée. Néanmoins, moi, ce qui me semble, c'est qu'il y a au fond, autour de ce binôme, une question d'identité du RN qui va devoir finalement être tranchée. On dit souvent que les partis de droite nationale n'arrivent vraiment à capter le pouvoir qu'à partir du moment, on a appelé ça la mélonisation des partis, où ils prennent une alliance, cette fameuse union des droits dont on parle. Je ne suis pas sûre que ça puisse se faire sur le nom de Jordan Bardella. Et c'est ça la grande question, c'est finalement qui est capable de porter un discours d'un RN un peu modifié, c'est-à-dire d'un RN de gouvernement. Et on a vu finalement, dans l'entre-deux-tours de la dissolution, c'est finalement Jordan Bardella qui a un peu été l'élément qui a, j'ai envie de dire, parfois amener les électeurs à se démotiver pour ce vote-là en se disant mais y a-t-il finalement suffisamment d'expérience, de respectabilité autour de cette présidence ou de cette possession de Matignon par lui. Donc je ne suis pas sûre qu'on puisse en être encore à ce moment du gouvernement, ou alors le deuxième choix, le choix de la droite vraiment ultra-réactionnaire, presque une forme de Milei, où là encore je ne suis pas sûre que ce puisse être Jordan Bardella qui l'incarne, parce qu'il faut vraiment une forme de flamme que la France n'a peut-être même pas encore choisie et que le bon acteur n'est pas encore arrivé. Alors, il y a deux autres acteurs qui sont en scène là, cette semaine, puisqu'ils vont être départagés le week-end prochain. Ils s'appellent Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Et regardez, deux courbes très parlantes qui montrent combien il y a une inversion du rapport de force. Alors, en rouge, vous avez Laurent Wauquiez qui était vraiment très en tête pendant longtemps, jusqu'au mois d'octobre 2024. Mois d'octobre 2024, c'est grosso modo l'arrivée de Retailleau, Bruno au gouvernement. Et là, hop, il part en flèche et depuis, il fait la course en tête assez largement. Judith, la question c'était, est-ce que celui qui gagne dimanche est le mieux placé pour aller à la présidentielle de 2027 ? Juste un mot avant sur ce sondage. Ouais. On ne répétera jamais assez qu'en France, il est interdit
de sonder des adhérents d'un parti, tout simplement parce que quand vous avez la carte d'un parti, c'est confidentiel. Vous n'êtes pas censé le dire à tout le monde. On parle de sympathisants. Voilà. Et le petit peuple des sympathisants, par exemple au moment du duel Fillon-Copé pour la présidente du parti, il était à une majorité écrasante pour Fillon. Et c'est Copé qui l'a emporté, dans des conditions qu'on sait. Et à la primaire, tout le monde était pour Alain Juppé également, au moment où c'est François Fillon qui l'a emporté. C'est encore plus écrasant. Il y avait vraiment un décalage terrible entre les adhérents et les sympathisants. Après, on voit tous la machine médiatique qui s'est mise en branle en faveur de Bruno Retailleau. On sait que la machine à cartes n'est pas en reste. 121 000 votants attendus, alors qu'avant que la campagne commence, je crois qu'ils étaient à 60 000, non 40 000 même, non plutôt 40 000. 40 000 C'est Eugénie qui a raison. Plutôt 40 000 et 40 000 tout mouillé. On avait vraiment raclé les fonds de tiroir. Donc, qui a fait le plus d'adhésions, ça, on le saura au moment du vote. Moi, je ne pense pas que... Pour l'instant, Bruno Retailleau apparaît comme le favori de façon écrasante. Je me rappelle, à cause de ses précédents, que ça ne veut pas dire que c'est lui qui gagnera. D'autant plus que, je ne dis pas non plus qu'il perdra, je me garde de prédire l'avenir, que Bruno Retailleau commet certaines des erreurs commises par François Fillon à l'époque, à savoir avoir tous les chapeaux à plumes dans son camp. La plupart des sénateurs, des grands responsables de droite ont pris son parti pour Retailleau. Côté Wauquiez, alors même qu'il a la main sur le groupe des députés, les soutiens sont beaucoup plus discrets et parfois inexistants. Avoir la hiérarchie avec soi, être partie prenante, et quelle partie prenante du gouvernement d'Emmanuel Macron, qui est haï par une partie des adhérents. Alors là, je parle des adhérents LR. Être dans un gouvernement dirigé par François Bayrou, qui est la meilleure incarnation de la figure du traître, pour quand même une bonne proportion également des militants LR, ce sont des handicaps. Je ne suis pas sûre qu'une énorme popularité et une ascension vertigineuse dans les sondages suffisent à les surmonter. Comment va se passer le vote, Célestine? C'est un vote qui va se passer... alors, on va pouvoir voter par Internet. Exactement. Et ça se déroule sur 48 heures, je crois. Exactement, oui. Il y aura un premier, donc on n'imagine pas de second tour. Enfin, il faudra avoir le score. Et je pense que le score va être très, très important, en tout cas sur cette question du leadership à droite. C'est-à-dire que là, objectivement, si Laurent Wauquiez perd, ça ne veut pas dire qu'il va renoncer à être candidat en 2027. Si Bruno Retailleau gagne, ça ne veut pas dire qu'il va être candidat en 2027 non plus. Donc, dans les premiers chantiers du futur président, que ce soit Laurent Wauquiez ou Bruno Retailleau, la priorité ne sera pas forcément 2027 pour l'instant. Il y aura cette question de rassembler, de tendre la main, parce que la campagne a été quand même assez rude. On en a connu des plus difficiles, mais enfin, il y a eu quand même quelques petites piques et passes d'armes, donc il faudra réconcilier tout ça. Il faudra effectivement repenser stratégiquement quelle est la place de LR aujourd'hui dans le bloc central. Est-ce qu'il faut rester au gouvernement? Bruno Retailleau, la question se posera pour lui, est-ce qu'il faudra rester au gouvernement quand on est président d'un parti d'opposition? C'est une question qu'il faudra trancher. Donc pour l'instant, on est quand même assez loin de 2027. Et là, dans l'immédiat, c'est compliqué puisque les deux disent qu'il faudra une primaire potentiellement fermée. Donc on n'est pas encore en train de trancher le candidat. Et pour l'instant, dans les sondages, certes, Bruno Retailleau, dans les sondages présidentiels, certes, Bruno Retailleau est un petit peu au-dessus, mais on n'est pas non plus sur un phénomène sondagier où il est sondé au maximum à 11% et Laurent Wauquiez, moitié moins. Donc les jeux sont un peu plus ouverts qu'on peut le croire, je pense. Oui. Eugénie? Oui, ce que je trouve intéressant dans l'ascension de Bruno Retailleau et finalement la création de ce personnage politique en quelques mois, c'est qu'on dit souvent que dans une époque que nous vivons populiste, finalement le pouvoir corrompt, abîme, et finalement être dans l'opposition, ça permet la surenchère de radicalité et donc la popularité. Or, ce que nous a montré Bruno Retailleau, c'est qu'en étant aux manettes, en étant dans l'action et en étant confronté à un certain nombre de limites de l'action, puisqu'il ne peut pas... Il a très peu de marge de manœuvre puisqu'il est à l'intérieur d'un gouvernement qui n'est pas entièrement de droite, il n'a pas de majorité, etc. Eh bien, il pouvait gagner en popularité et qu'il y avait donc une prime donnée à l'action. Et c'est intéressant parce que, justement, on parlait du Rassemblement national qui a pour lui
grand argument de la virginité politique, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais exercé le pouvoir, et donc ça peut être un argument, mais on voit aussi que le fait d'exercer le pouvoir peut être aussi une force, en disant, bah voilà, au moins il se coltine Enfin, il fait des choses, il sait, etc. La réalité, le réalisme. Donc on voit qu'il y a quand même dans une époque de populisme, il y a un certain réalisme des Français qui considèrent que c'est pas si facile d'exercer le pouvoir et qui donne une sorte de prime à celui qui retrouve ses manches. Voilà. Charlène, c'est pas la même droite, les deux? Non, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est plus que l'élection ne serve pas à grand-chose, en réalité, dans ce qui va arriver, notamment parce qu'elle ne tranchera pas de ligne, ça c'est une évidence. Ce sont deux frères absolument siamois sur le programme, même sur le style. Les grandes questions ne sont pas posées, on l'a dit, participation ou pas participation. Hein, le grand congrès de la SFIO 1920, avec la participation, il n'est même pas à l'ordre du jour aujourd'hui. La question de la présence de la droite dans la présidentielle, on peut même dire que c'est un prisme totalement inverse, c'est-à-dire qu'on est à peu près certain que celui qui gagne le parti a le mistigris pour avoir quelque chose à la présidentielle de 2027. Parce que on peut s'amuser, et j'invite tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent aujourd'hui à aller sur la liste du parti LR ou UMP et regarder les présidences de partis. On a des noms qui sont aujourd'hui largement passés sous les radars. Voilà, ça n'est pas ça qui va incarner. Néanmoins, ce qu'il y a quand même, à part Nicolas Sarkozy, voilà, vraiment. Et je pense que d'ailleurs, les deux ont peut-être trop la focale sur cet exemple-là, et je pense notamment à Bruno Retailleau qui essaye un peu cette success story. Mais ce qui est réel, en tout cas, c'est qu'au moins on a réidentifié une droite régalienne, une droite qui est présente. Ce que je regrette un peu, c'est justement qu'on ne puisse pas s'être servi de ce congrès-là pour que ce soit vraiment un peu cette chambre de préparation de 2027. On aurait pu parler du fond, on aurait pu parler des sujets, on aurait pu se poser la question de avec quelle droite cette droite aussi va pouvoir faire gouvernement et va pouvoir faire alliance. Parce que n'oublions pas quand même que même si on doit s'habituer aux majorités relatives, pour la présidentielle, c'est presque tout l'inverse de ce qu'il faut faire au Parlement. Il faut essayer d'aller chercher encore plus large. Et ça, je trouve que chacun des partis ne l'a pas complètement intégré dans le fond de ce qu'il propose. Alors, il y a au moins un regain d'image autour de la droite, mais voilà, ce qui me semble important, c'est d'incarner quelque chose, et je ne suis pas sûre qu'on puisse y arriver en fin de semaine. Oui, dans les intentions de vote, bon, on est très loin de la présidentielle, mais on est très loin, hein, ils sont très loin, et l'un et l'autre. Oui, très loin du score qu'il faudra avoir. Oui, du score qu'il faudra avoir. Ils sont un peu au-dessus de ce qu'a fait Valérie Pécresse. Oui, bien sûr. Voilà. Non, effectivement, le chemin qui reste à parcourir est très long, mais en fait, ça ne pouvait pas. L'élection interne ne pouvait pas servir à éclaircir les lignes et à mener ce type de débat, puisque, en fait, l'un et l'autre ont intérêt à susciter une opposition sur faut-il mettre les mains dans le cambouis ou pas, assez factice entre eux, parce que je rappelle que sans l'accord de Laurent Wauquiez, chef de parti, il n'y aurait pas de participation de Bruno Retailleau au gouvernement, même si Bruno Retailleau a forcé la main à Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez a dit « Ok, on va faire partie de ce bloc central » et pour le moment... Oui. C'est une droite sénatoriale, la droite de Bruno Retailleau, qui est presque un peu dissidente. C'est différent. Exactement, la droite de Fillon. Donc, en gros, ils sont embarqués dans la même galère pour le moment. Et si rupture il y a, à mon avis, Wauquiez ne peut pas dire ce gouvernement est incapable de prendre des décisions qui s'imposent, par exemple, sur le thème de l'assistanat. Oui. Pour assainir les finances publiques, un thème qui est caractéristique. Le RSA, hein, c'est ça, sur ce qu'il a dit sur le RSA notamment. Le RSA, mais disons les aides sociales en général, c'est vraiment un marqueur. C'est son cheval de bataille. Un marqueur de l'identité de Laurent Wauquiez, qui dit on vote contre tout budget qui ne prend pas en compte la nécessité de baisser les aides sociales et de faire en sorte que le travail rapporte beaucoup plus que l'assistanat. Cette rupture-là met Bruno Retailleau face au mur. Un mot ? Oui, je dis, je vois que Laurent Wauquiez est très à cheval sur les finances publiques et sur la réduction du déficit, mais n'empêche que sur la question des retraités, il est particulièrement souple parce qu'il s'agit de son électorat. Il s'est prononcé contre la désindexation des retraites sur l'inflation. Voilà, il est là-dessus. On sent qu'il est pour qu'on serre la ceinture, sauf dans l'électorat de la droite. Oui, on peut aussi dire qu'il lit les bons économistes.
qui vous explique qu'en fait, le niveau de vie des retraités déjà est très divers et ensuite est appelé à baisser quoi qu'il arrive dans les prochaines années. Et beaucoup plus si on fait rien. La question, et sur la question des lignes, moi j'ai noté quand même une légère différence. Alors, mais je trouve que Bruno Retailleau s'est positionné particulièrement sur la question de l'islamisme et d'une rhétorique républicaine, presque laïque d'ailleurs, qui n'était pas forcément la sienne, puisqu'on sait que c'est un Vendéen catholique. On n'attendait pas forcément sur ce discours, et il est très apprécié dans les cercles républicains qui adeptent de la laïcité, et ça peut lui permettre d'aller chercher des voix au centre chez cette frange du macronisme qui est attachée à la République, qui est attachée à la laïcité, qui est en combat contre l'islamisme. Et j'ai trouvé que pendant cette campagne, il avait vraiment mis l'accent sur cette ligne-là, alors que peut-être Laurent Wauquiez était, évidemment, il est très ferme sur l'islamisme, mais plus sur la question de l'immigration, du régalien. Lui, il a vraiment essayé d'être sur le terrain des valeurs, sur le combat contre l'islamisme, et peut-être d'ailleurs parce qu'il n'a pas les marges de manœuvre en matière migratoire et qu'il sait que c'est très compliqué, donc il est plutôt dans la rhétorique de fermeté face à l'islamisme. Mais j'ai trouvé que c'était assez intéressant, on l'a vu face à l'Algérie, etc., de cette espèce d'infléchissement qui lui permet, à mon avis, d'aller chercher des voix chez les anciens macronistes au centre que n'aurait pas forcément Laurent Wauquiez et que Édouard Philippe a peine à canaliser, puisque sur ces questions, on l'a vu sur la question du voile, par exemple, dans le sport, Édouard Philippe s'est prononcé contre l'interdiction. Et là, il y a une vraie différence, je pense, sur laquelle... sur l'identité culturelle. Voilà, et Bruno Retailleau s'est positionné habilement sur ce créneau. Est-ce que, si d'aventure c'est Retailleau qui gagne dimanche, est-ce qu'il doit quitter le gouvernement, Célestine? C'est une vraie question. C'est pour ça que je la pose. mais comme dirait un ministre, le problème de Bruno Retailleau, c'est qu'il doit soit quitter le gouvernement s'il devient président de LR, et il doit quitter le gouvernement si il se lance à la présidentielle de 2027. Le problème, c'est qu'on ne peut pas quitter deux fois un gouvernement. Ouais. Donc il faudra qu'il jauge en tout cas. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont le bloc central observe cette primaire. Alors évidemment, tout le monde se régale parce que c'est toujours des batailles assez drôles et acerbes. Mais beaucoup se disent que si c'est Retailleau, effectivement, on peut continuer à travailler avec ce bloc central, on peut continuer à stabiliser ce bloc central, puisque il quittera peut-être pas forcément tout de suite le gouvernement. Mais si c'est Laurent Wauquiez qui gagne, eh ben là, ça peut être un saut dans l'inconnu pour le bloc central, y compris s'il perd, en fait. Parce que tout le monde a un petit peu peur qu'il commence à devenir un peu trublion, c'est-à-dire à menacer de faire tomber François Bayrou. Donc, je ne sais pas trop si tout le monde retient son souffle et finira par souffler un bon coup en fonction du résultat, mais je suis sûre, en tout cas, que tout le monde va regarder ce scrutin avec parcimonie. Alors, il est l'heure de passer au coup de griffe, au coup de cœur. Judith, coup de griffe, coup de cœur. On commence par le coup de griffe. Coup de griffe, Éric Coquerel, député de la France Insoumise, qui est censé être une des têtes pensantes, la crème de ce mouvement, qui a été formidable ce matin, je crois que c'était sur TF1, qui a expliqué qu'en fait, la vogue des rodéos était due à Tom Cruise et au film Mission Impossible. D'accord. Et pas du tout à l'acculturation qui s'installe dans certains quartiers perdus de la République. D'accord. Bon, toute la faute de Tom Cruise. D'accord. Ça, c'était mon coup de griffe. Et mon coup de cœur, c'est pour une sénatrice qui a, non, corse, j'espère que je ne vais pas l'écorcher, Marie-Caroline Santou, mais qui est en fait élue du Val-de-Marne, qui doit faire passer, c'est peut-être fait alors qu'il est d'ailleurs, un amendement visant à sortir les ONG, les associations pro-migrants, des CRA, des centres de rétention administrative. La situation actuelle, c'est que l'État s'est défaussé sur les associations de l'assistance juridique aux migrants pour obtenir leur droit de séjour, pour faire des recours. Résultat, nos tribunaux administratifs sont totalement engorgés. En première instance, c'est plus de 46% des affaires, qui concernent le droit des étrangers. En appel, c'est plus de la majorité. Et après, vous vous demandez pourquoi vous n'arrivez pas à faire aboutir une plainte ou à faire voir une de vos affaires jugée. Mais c'est pour cette raison-là. Et alors, les associations ne tordent pas le droit, évidemment, mais elles le connaissent sur le bout du doigt. Sur le bout des doigts. Et surtout, elles misent sur un effet d'encombrement qui ajoute à la lenteur des recours. Et comme on ne peut pas rester indéfiniment en centre de rétention administrative, c'est pour ça que les gens se retrouvent dans la nature. J'ajoute
un seul élément, le nombre de détenus, de retenus, on dit, en centre de rétention administrative a baissé. Les dépenses et les budgets consacrés par les associations à l'assistance juridique a explosé. Vous voyez le problème ? Cherchez l'erreur. Célestine. Alors, mon coup de cœur, bon, c'est pas vraiment un coup de cœur, mais c'est un on commence par le coup de cœur, là, d'accord. Ah oui. C'est un enfin. C'est un enfin, puisque les deux députés, donc Andy Karbrat et Christine Angra, donc Andy Karbrat, c'est l'insoumis, vous vous souvenez, qui avait été surpris en train d'acheter de la drogue dans le métro à un mineur, exactement. Et Christine Angra, qui est une députée RN, qui, elle, a utilisé ses frais de mandat, notamment pour payer son abonnement à un site de rencontre ou des frais d'obsèques. Bon. Et les deux ont enfin été condamnés exclus par le bureau de l'Assemblée pendant 15 jours avec une suspension pour moitié, il me semble, de leur indemnité parlementaire. Bon, certains diront que c'est peut-être pas beaucoup, pas assez. Christine Angra, en tout cas, elle était exclue du groupe parlementaire du RN. Pas Andy Karbrat qui est toujours en arrêt maladie. Mais bon, c'est déjà un bon début qu'on sanctionne et ça faisait quand même un moment qu'on attendait ça. Ce qui est assez rare. Oui, exactement. Eugénie. Alors, mon coup de griffe, c'est sur la loi fin de vie qui arrive à l'Assemblée cette semaine, qui, effectivement, alors tous les sondages nous montrent que les Français sont unanimement pour, qu'il y a une sorte de consensus là-dessus, mais je crois quand même que ce qui va se passer si cette loi est votée, si l'aide à mourir rentre dans la loi, ce sera un basculement, effectivement, civilisationnel, un changement vraiment profond dans notre modèle social et ce que nous proposons aux patients en fin de vie. Et je crois que c'est le doyen Guy Carcassonne qui disait qu'il faut changer la loi qu'en tremblant, d'une main tremblante. Et j'espère que les députés cette semaine à l'Assemblée auront les maintqui tremblent face à un tel... Ça remonte même à Portalis en 1804, en réalité, le Code civil. Donc c'est un vrai dogme. Même Montesquieu, on peut dire... Je crois que Montesquieu le disait aussi. Tous. Et je crois qu'il n'y a pas de sens de l'histoire. Ils doivent vraiment peser et mesurer les conséquences qu'auront leurs actes sur le modèle social français. Et mon coup de cœur est hors politique, je voulais parler du livre de Nicolas Bedos, Soif de honte, un livre aux éditions de l'Observatoire où il revient sur sa chute médiatique et sa condamnation pour agression sexuelle. Et je trouve que c'est un livre intéressant parce que dans des débats extrêmement binaires, sans nuances, sur ces grandes affaires, eh bien, il essaie par un livre de rentrer dans la complexité des actes, la complexité d'une personne humaine et pas dans des grands débats sur la masculinité toxique ou le mouvement MeToo, etc. Il essaie de montrer que c'est une affaire avant tout personnelle et il pose une question fondamentale à mon sens, c'est est-ce qu'on a le droit à une seconde chance quand on a purgé sa peine, quand il a refusé de faire appel après sa condamnation qui a été très lourde, un bracelet électronique pendant 6 mois. Oui. Est-ce qu'on a le droit de revenir ? Est-ce que la peine médiatique... Exécution provisoire d'ailleurs, je crois aussi. Tout de suite. Ouais. Et je crois qu'il n'a pas encore eu son bracelet, mais c'est une autre question. Il y a un manque de bracelets en France. C'est une autre question. Mais voilà, je trouve qu'il pose une question fondamentale. C'est est-ce que dans une société sans rédemption, une société médiatique qui condamne pour toujours, est-ce qu'on a le droit à une seconde chance ? Et si oui, à quelles conditions ? Ou est-ce qu'on est condamné pour toujours à la déchéance et à la chute ? Sauf erreur, on n'a pas eu le coup de griffe. Ah oui, le coup de griffe, bien sûr, oh là là. J'étais tellement le coup de griffe, oui, c'est sur cette vidéo. Alors, je ne sais pas si à l'extrait ou si vous l'avez vu, d'Emmanuel Macron, qu'il a publié sur Twitter ce week-end, où on le voit en chemise. Ah oui. Oui, exactement, dans le train à Kiev, se mettre en scène en appelant Allô Donald, en embrassant, en faisant la bise à Zelensky. Tout ça est un peu perturbant, c'est très Netflix, avec une musique épique derrière, donc j'avais l'impression de voir une bande d'annonces. Donc on dirait que c'est le personnage principal de cette série Netflix et j'en suis pas sûre. Ah bon, je croyais. Anne-Charlène. Moi, j'ai commencé par le coup de griffe autour d'un ouvrage aussi qui fait le buzz en ce moment, qui est La Meute, autour du groupe LFI. Je pense que c'est bien qu'on documente en effet les habitudes partisanes et notamment celles d'un leader, mais je trouve que c'est un peu tard pour notamment certains des membres de ce parti qui finalement laissent se cristalliser des choses. Il y a une discipline de parti, il y a aussi notamment toutes ces questions sur les violences sexuelles ou les comités intérieurs. Moi, je trouve qu'en tant que juriste, on les a laissés prospérer et que c'est une erreur. Et
Et je pense que voilà, il était temps de le dire et de le faire peut-être un peu a priori. Donc ça, c'est un peu un problème de timing que je rencontre avec cet effet. Ensuite, pour le coup de cœur, eh bien, écoutez, un coup de cœur très 5e République finalement, puisque vous l'aurez compris, c'est un peu mon dada. Mais c'est la question du retour du référendum. Si vraiment on arrivait à le signer, moi je trouve que sortir un outil constitutionnel des bois dormants, ça fait 20 ans quand même cette année qu'on ne l'aura pas utilisé. 29 mai 2005. Voilà, bientôt 20 ans donc. Je trouve que c'est important de célébrer la fin d'un sort. Et puis voilà, finalement, ça n'arrive pas que dans les contes de fées. Eh bien voilà, merci mesdames, merci beaucoup de vos éclairages, de vos commentaires, de vos pistes de réflexion et merci à vous 4. Bonne nuit à vous autres et je vous donne rendez-vous lundi prochain à la même heure pour un nouveau club politique et on aura le résultat d'ailleurs du vote chez les Républicains. Bonne soirée.